Bonjour à tous, bien malin celui qui peut prétendre tirer le bon grain de livret en ce moment dans la situation telle que nous la connaissons sur les marchés financiers et pourtant il y a des gens qui ont des idées sur la question. C'est le cas de Xavier Lépine que l'on retrouve dans ces décideurs de la finance. Xavier Lépine, bonjour. Bonjour. Président du directoire d'UFG LFP, une grande maison de la gestion d'actifs. On va faire le point avec vous sur, pas forcément le très court terme, mais plutôt la philosophie des marchés financiers actuellement. Vous avez un slogan intéressant, redonnons du sens à la finance. C'est dans le sillage de la crise du subprime. On a l'impression que 3 ans après, on n'a toujours pas retrouvé le bon sens. À retrouver le bon sens, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'effectivement, on aurait une direction qui serait clairement donnée, dans laquelle les investisseurs pourraient se diriger. La réalité aujourd'hui, elle est que l'économie, le mode même de fonctionnement de l'économie a changé depuis 20 ans, depuis 30 ans, et les marchés financiers sont devenus prédominants dans le financement de l'économie. Mais ça veut dire que, vous dites, il n'y a pas un sens évident. On pensait jusqu'à présent que le sens de la finance, c'était justement d'aider la croissance, l'économie, les entreprises à se développer. Ça semble un peu moins évident aujourd'hui. Je pense que dans tout système, c'est ce qu'on appelle l'entropie. C'est-à-dire qu'il y a toujours une création positive et à un moment donné, cette création devient négative. C'est un petit peu, toute chose égale par ailleurs, de dire est-ce qu'il est mieux d'être public ou privé. Ça dépend c'est des cycles. La finance a permis une croissance extrêmement importante dans les années 90 et au début des années 2000, puisqu'il est clair que s'il n'y avait pas eu la finance pour financer l'économie, on aurait une croissance plus faible. Et à un moment donné, on commet des excès. C'est ce qui s'est passé avec les subprimes, c'est ce qui s'est passé avec finalement l'endettement facile des États. À quel moment c'est perdu Vous avez une datation, si on était archéologue Si on est archéologue, le point déclencheur, c'est le ratio Cook. Quand en 89, le ratio Cook a été créé et qu'on a dit aux banques, vous arrêtez de prêter les dépôts et vous devez changer de métier, puisqu'on va vous limiter dans ce rôle-là, on a permis et autoriser et faciliter la création des marchés financiers. Ça a été nécessaire pour financer l'économie, donc très positif. Ça a été aussi facilité par la technologie. Et puis petit à petit, effectivement, probablement ça c'est le point de départ du point positif et le point de départ du point négatif. Ça a été l'autorisation probablement des subprimes, c'est-à-dire l'émission de titres finalement sans émetteur, puisqu'il n'y avait pas d'émetteur en tant que tel. Et on a l'impression que finalement, on repart dans l'autre sens, à l'extrême, et que maintenant les nouvelles normes de solvabilité, de réglementation font un petit peu tout le contraire, et qu'on va être dans une période de glaciation, on pourrait dire. Bien, c'est effectivement le risque. On sait que depuis 30 ans, l'économie de la dette a été le moteur de financement de la croissance. Titre d'illustration, il fallait $1 de plus de dette pour $1 de PIB aux États-Unis supplémentaire. Aujourd'hui, il faut $5 de dette pour $1 de PIB. Donc on a un problème marginal. Là, parce qu'on n'arrive pas à rembourser la dette mécaniquement. Mécaniquement, on n'arrive pas. Donc qu'est-ce que fait le régulateur au sens large, puisque ce qui est vrai aux États-Unis est vrai un peu partout. Donc il a une action pour dire maintenant il faut revenir, on va mettre des normes comme Solvency II, comme Bâle III. Le problème de ces normes, c'est clair, elles sont faites pour protéger de l'effondrement du système, mais elles se traduisent probablement, c'est ce qu'on appelle la négantropie des systèmes, c'est-à-dire des conséquences de deuxième ordre qui sont probablement plus néfastes à terme. Et très clairement, l'économie de la dette que crée Solvency II n'est pas bonne. Est-ce qu'on est proche de l'heure de vérité à écouter les informations si vous allez me dire que ça fait presque 2 ans que ça dure, mais on a l'impression qu'on est proche d'une certaine apocalypse. On voit les problèmes financiers qui s'accumulent. Est-ce qu'à votre avis, même si nul ne sait le jour ou l'heure, on est proche de l'heure de vérité? C'est une question très complexe, difficile. Très difficile. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que finalement, on a en même temps des zones de croissance très fortes, on a en même temps des pays on a un changement de paradigme. C'est-à-dire que la croissance a basculé d'un certain côté. Ceux qui étaient endettés dans les années 80, qui étaient plutôt les pays émergents, aujourd'hui sont les pays qui nous prêtent. Donc on a un problème de changement de paradigme et un changement de modèle.
Est-ce que ça va se traduire par une crise au milieu, c'est-à-dire un appauvrissement brutal, une déflation des actifs généralisée? C'est assez peu probable. Que par contre, on ait des difficultés importantes qui vont s'échelonner. On voit bien ce qui se passe au niveau de la Grèce. Finalement, le plan, on sait très bien ce qu'il faudrait faire. Je pense que Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense que ça intéresse plein de gens. Ce qu'il faudrait faire, c'est probablement éviter le défaut pour ne pas faire de panique, restructurer à 30 ans et donner des garanties. Et puis tout ça avec un plan d'accompagnement économique et imposé de façon à ce que la Grèce se retrouve en situation de compétitivité, ce qu'elle a perdu depuis quelques années. Y compris contre la volonté des Grecs eux-mêmes. On voit bien les difficultés qu'il y a au niveau politique et social à faire passer ce plan rationnel et de financier. C'est effectivement tout le problème de savoir qui gouverne. Je veux dire, De Gaulle disait le gouvernement de la France, la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Aujourd'hui, les politiques continuent à le dire d'ailleurs, même s'ils ont tendu le bâton pour se faire battre. C'est eux qui ont endetté le pays et maintenant ils ne veulent pas rendre de compte finalement à ces marchés financiers à qui ils ont emprunté pendant des années. Tout à fait. Mais du coup, la politique se fait dans la rue, ce qui pose d'autres problèmes. Et ça, c'est vrai que ce soit du côté des pays prêteurs avec l'Allemagne ou comme des pays emprunteurs avec la Grèce. Je reviens sur ce basculement, ce changement de paradigme, comme vous l'appelez, ce basculement de monde entre des pays émergents qui deviennent finalement nos créanciers. Il y avait un espoir finalement pour ces pays, une démographie qui tirait ces économies vers le haut, pas beaucoup finalement d'infrastructures ou de technologies et ça a permis de créer cette croissance. Nous, c'est tout le contraire finalement, plus de démographie, on a déjà toutes les infrastructures et le confort moderne, on a l'eau courante. Est-ce qu'on peut espérer avoir des relais quelque part? Alors, les relais de croissance, ils existent toujours. Dans les pays dits émergents, il est clair que le besoin d'infrastructures, le besoin de technologie, le besoin de tout, il existe. Mais comme en plus ils ont les moyens, qui est-ce qui va en profiter? D'un côté, les sociétés qui travaillent avec ces pays. Elles sont encore quand même, pour beaucoup d'entre elles, dans nos pays. Pour nos pays à nous, effectivement, ça ne va pas être évident. C'est des problèmes de moyen long terme. C'est quel type d'éducation faut-il faire pour se positionner internationalement? Quel type de spécialisation? Moi, je suis quand même assez optimiste. Parce que ce que l'on remarque, c'est que la technologie va très très vite. Et ça va continuer d'exister. Les besoins d'infrastructure, on en a, mais il faut les renouveler. Les besoins de services, on en a. On a une population vieillissante. Alors tout le monde ne peut pas être dans l'aide à la personne, c'est évident, parce que ça c'est de la redistribution. Mais il faudra effectivement accepter pas mal de changements, y compris probablement comment est-ce que la France s'est développée au XIXe siècle par la colonisation. Alors, on ne va pas faire de la colonisation aujourd'hui, mais on peut peut-être faire de l'exportation. Alors, on était dans un débat un peu macro, presque philosophique. On redonnait du sens à la finance, en tout cas on tente de le faire, on n'est pas loin du bac philo. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le financier que vous êtes au quotidien? En gros, où est-ce que vous mettez l'argent? Eh bien, je pense que la première chose, c'est d'avoir un dialogue avec ses clients. C'est ne pas laisser le client perdu au milieu de ce qui se passe. La réponse, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les marchés, investir son argent, c'est investir pour consommer demain. C'est protéger son épargne. Comment le faire? C'est la première chose. Donc, traditionnellement, on disait qu'il faut diversifier ses actifs. Aujourd'hui, il ne faut pas uniquement diversifier ses actifs, il faut réagir en permanence. Il faut se poser des questions en permanence. Est-ce qu'il est mieux d'avoir des emprunts d'État à 30 ans à 3% avec les risques d'inflation? Oui, dans un monde qui n'a pas de repère, l'axiome le risque est proportionnel au rendement n'est plus vrai. On le voit avec le problème de la dette souveraine. Tout à fait. Et puis là, vous apercevez que le rendement normé des actions, qui est théoriquement de 8%, il y a une volatilité de 20%. Faut-il rester de la même manière, faut-il gérer de la même manière en 2010 qu'en 1990? La réponse est non. Donc comment vous faites, vous changez tout le temps en fait, d'actifs? Il faut accepter, il faut en même temps avoir des spécialistes qui connaissent particulièrement bien les différentes classes d'actifs et en même temps proposer un type d'épargne qui finalement passe son temps à pondérer différemment ces types d'actifs. Je pense que la réponse, au risque d'être de plus en plus complexe et pas forcément opaque, mais de plus en plus difficile à suivre pour le commun des mortels. Alors, c'est tout le problème du dialogue avec le client.
beaucoup dialoguent avec leurs clients à travers les benchmarks, le CAC 40, l'Eurostoxx 50, comme étant l'indicateur suprême, si on prend un fonds action, de la performance que l'on doit avoir. La réponse aujourd'hui, c'est de dire il faut avoir un degré, il ne faut plus choisir des marchés, il faut choisir des gérants. C'est-à-dire qu'il faut choisir des allocataires d'actifs. Et effectivement, nous sommes allocataires d'actifs et gérants. Nous avons une offre dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure offre, mais je pense qu'aujourd'hui, la première des réponses à donner à ses clients, c'est de dire diversifiez vos risques de gérants plus que vos risques de marché. Parce que nous pouvons avoir tort et les autres peuvent avoir tort également, mais dans une dynamique de flexibilité importante. Ça, c'est pour les actifs financiers. Par ailleurs, vous avez des actifs réels. L'immobilier en fait partie. Alors l'immobilier, valeur refuge, pas valeur refuge. L'immobilier à 10 000 euros du mètre carré dans certains quartiers très moyens de la capitale, ça n'a pas de sens. De l'immobilier de bureau dans des régions où il y a de l'emploi et qui génère un rendement régulier indexé sur l'inflation, ça a du sens. Ce n'est pas la classe d'actifs, c'est la typologie d'actifs au sein de la classe d'actifs qui a du sens. Mais la diversification qui reste un maître mot. Tout à fait. Merci Xavier Lépine de nous avoir rendu visite. À bientôt. Merci.